Si vous êtes blogueur pro-ukrainien, si vous êtes communicant pour l'Ukraine, il est temps de les dire, parce que c'est aussi cela quand vous faites votre think tank, il est temps de les dire, de négocier avec les Russes pour arrêter de perdre les territoires. Parce qu'à la où vont les choses aujourd'hui, les Russes sont en train de dire qu'ils ne vont pas céder les terres déjà récupérées aux Ukrainiens. Les Ukrainiens disent qu'ils vont récupérer jusqu'à arriver à Crimée, qu'on a pris en 2014. Et c'est le président ukrainien qui est en train de dire cela, parce qu'il a entouré des vats en guerre. Il a entouré des pays. Vous avez vu qu'au début de cette opération spéciale, Zelensky voulait négocier avec Vladimir Poutine. Il a envoyé des négociateurs à Belarus qui ont rencontré les négociateurs russes pour mettre un thème à l'opération. Mais Boris Johnson est arrivé à Kiev pour stopper cela et dit qu'on va les donner les armes. Et on les donne les armes aujourd'hui. Qui meurt? C'est le pays de qui qu'on est en train de détruire. Je pose des questions de façon claire, les amis, pour qu'on puisse comprendre. Combien d'Ukrainiens sont déjà morts? Combien d'hommes sont déjà partis? Combien de femmes sont déjà veuves aujourd'hui? Si la guerre s'arrête aujourd'hui, il y aura un déséquilibre entre femmes et hommes comme ça existe dans tous les pays. Maintenant, ça sera un peu plus aigu, les amis. Vous avez les VAT en guerre, un pays qui ne produit pas les armes, mais qui commande les armes. Et on les trompe tous les jours que c'est gratuit, c'est un don qu'on fait. Quel don? Que les industries militaro-civiles qui fabriquent ces armes-là, ce ne sont pas les garçons, les enfants de cœur. Ils fabriquent ça avec du matériel. Donc, il faut qu'on achète pour les donner. Et entre États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que d'intérêt. Donc, où la reconstruction de l'Ukraine, le temps de payer tout cela, les gars, ils vont récupérer l'argent. Donc, c'est du business qu'ils sont en train de faire. Donc, pour ça, l'Ukraine, à négocier maintenant, c'est une bonne chose. Comme fait aujourd'hui les Chinois. Il faut dire que, dernièrement, quand on a détruit ce système dit hyper sophistiqué, antimissile, patriote à Kiev, qui endommage même l'image des différents mensonges des Américains concernant cet appareil, les Chinois étaient là. Les Chinois ont discuté avec des Ukrainiens. Ils les ont proposé leur plan. Et dans leur plan, les Chinois eux-mêmes savent. Parce que les gens qui disent que la Russie, c'est le vassal de la Chine, ne comprennent pas bien l'histoire. La guerre de Corée, c'est la Russie ou l'Union soviétique qui a armé les Chinois et armé les Coréens. Voilà pour ceux qui ne savent pas. Et ce qui concerne la technologie dans l'armement, la Russie est au top là-bas. Regardez tous les différents classements des différentes revues de Militaro. Et regardez même les revues scientifiques dans ce sens-là. Vous allez comprendre que les Russes sont des meilleurs dans le monde à ce qui concerne la fabrication d'armes. Donc, du coup, vous ne pouvez pas dire que la Russie, qui a une immense réserve et qui est première puissance nucléaire dans le monde, va être vassal de la Chine. Par rapport à quoi? Par rapport à rien, ils ne peuvent pas, c'est pas possible. C'est un partenariat gagnant-gagnant sans limite. Poutine était à Beijing, Xi Jinping était à Moscou, ils ont signé, ils ont parlé. Maintenant, pour ceux qui pensent que ils traitent comme les hypocrites, non, c'est faux, parce que c'est vous les hypocrites. Je vais dire, ceux qui sont en Occident sont les hypocrites. Je vais vous dire, les amis, vous rappeler comme c'était hier. La France, concernant la construction du Mirage avec l'Australie, avait signé les accords. Et l'Australie avait payé une partie d'argent. Et les Américains ont exécuté ce plan. Et les Américains ont fait annuler le contrat. Et l'Australie a plutôt penché vers l'appareil américain. La France a vociféré, ça n'a rien changé. Ce sont les gens qui sont dans l'OTAN. Ce sont les gens qui disent qu'ils sont dans l'axe du bien. Ce sont les gens qui disent qu'ils font la promotion de la démocratie et l'homosexualité. Ce sont les gens qui utilisent la religion pour manipuler d'autres personnes. Donc, ils sont des alliés, ils sont dans le G7. C'est entre eux, ils se mangent comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, comme on vous a fait ça, vous pensez que la Chine, la Russie, l'Iran, les autres pays fonctionnent comme vous? Non, il y a des gens qui sont encore honnêtes. Donc, votre camp n'est pas économiquement puissant, plus que les autres, mais c'est-à-dire que vous restez dans l'ancien mindset, l'ancienne façon de penser, l'ancienne gloire. Sortez de là, vous êtes des apadiers. Vous êtes des aka au manga aujourd'hui. Si on regarde le monde, vous ne dictez rien à personne, vous ne pouvez imposer rien à personne. Donc, quand la Chine vous dit aujourd'hui que nous allons négocier, mais
J'ai peur que les territoires que la Russie a déjà récupérés, vous allez les perdre. On est en train de parler d'une solution à la coréenne, les amis, aujourd'hui. Alors que ça ne devrait jamais arriver. Il y a 15 mois. Aujourd'hui, les gens sont morts, les gens récupérés sont en train de construire les territoires et pas de la Russie. Ils veulent pas lâcher, ils vont pas lâcher parce qu'ils vont dire quoi à leur population. Donc, Poutine et les autres, Medvedev, sont là pour rester dans ces territoires-là. Parce qu'ils disent que ce sont les territoires que les Russes occupent déjà. Donc, c'est les Russes qui étaient déjà là-bas, ils sont venus protéger les Russes. Voilà leur discours. Mais de toutes les façons, il faut une base déjà. Si on entre en négociation, quelqu'un, n'importe qui peut lâcher. Et les Ukrainiens disent aujourd'hui, non, il faut une zone démilitarisée de 100 km. Et si on regarde maintenant les territoires récupérés par la Russie, on est en train de parler de plus de 100 km. Donc, ça veut dire que si on négocie aujourd'hui, l'Ukraine va perdre ces territoires, alors que ça ne devait pas être le cas. Et au fur et à mesure que la guerre est en train d'avancer, et que les gens qui sont en train de financer l'Ukraine se fatiguent, parce qu'on parle de l'usure de la guerre, la Russie va certainement récupérer d'autres terres et des amis. Ça sera bad news for Ukrainians. Le service secret, le chef du service secret ukrainien qui tapait la poitrine la dernière fois, comment il assassinait les journalistes, comme il planifie pour assassiner d'autres journalistes, comment si cela dit aujourd'hui qu'ils sont en train d'envisager cette hypothèse. Donc, il était interviewé par un journaliste de son pays. Ils envisagent donc cette hypothèse euh, d'une zone démilitarisée comme entre Corée du Nord et Corée du Sud de 100 km. Voilà, vous comprenez un peu. Donc, vaste territoire. Les amis, comme à l'habitude, je vous suggère de regarder nos amis, les scénaristes. Je ne sais pas comment on appelle l'industrie cinéma en France, mais de toutes les façons, il y a le Festival de Cannes. Peut-être que tous ceux qui sont en train de raconter là, les réalisateurs qui sont présents au Festival de Cannes sont là pour regarder et prendre ça pour tourner les différents films avec. Regardons. On a commencé à aborder le volet diplomatique qui évidemment est très important. La guerre est loin d'être finie, mais beaucoup commencent à essayer de se projeter dans l'après. Comment coexister quand on est deux pays qui se sont fait la guerre pendant des mois, peut-être des années. Certains pensent à l'après, évoquent des Parce qu'il y aura scénarios. toujours l'après-guerre, cher ami. De Boudanov, que vous avez peut-être vu dans 24 heures hier, dans une autre interview. Il évoque la possibilité d'une zone démilitarisée. Comment coexister une fois que les armes se seront tues? Les indispensables de Quentin Bérichel. Viens nous raconter cet entretien. Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, qu'a dit précisément Kirilo Boudanov? Eh bien, on vous en parlait hier sur ce plateau. Kirilo Boudanov, c'est le chef du renseignement militaire ukrainien. Et hier, il était de nouveau longuement interviewé. Le journaliste évoque le sujet de la fin de la guerre et la création d'une zone démilitarisée entre l'Ukraine et la Russie. Écoutez Kirilo Boudanov. В одному зі своїх інтерв'ю говорили про те, що нам після війни потрібен певний такий пояс безпеки. І я так зрозумів, що на території Росії. Ну, у нас іншого кордону немає, як ми з вами визначилися. Демілітаризована зона. Демілітаризована зона. Ішлося десь про 100 кілометрів. Це, як на мене, абсолютно правильна дистанція. Можна багато дискутувати, скільки вона має бути. 100-кілометрова зона – це зона, скажімо так, з якої неможливе ураження, давайте так, звичайними засобами. Ну так, там я зрозумів. Все, що не оперативно-тактичного рівня, ну, унеможливить це. C'est la première fois qu'un dirigeant ukrainien expose officiellement l'idée d'une zone démilitarisée entre l'Ukraine et la Russie. Et Boudanov est précis, vous l'avez entendu, 100 km de largeur le long des 1500 km de frontières entre les deux pays. Alors pour mieux se rendre compte, eh bien, on a représenté sur la carte ce que pourrait représenter cette zone démilitarisée. Et voici ce que ça donne. Cette zone, vous le voyez, elle est en orange. À chaque fois, elle fait 100 km de largeur. Voilà ce que ça va donner. Cela signifie que dans cet espace en orange, l'activité militaire serait interdite pour les Russes et pour les Ukrainiens. Aucun soldat, aucune arme. La question reste tout de même de déterminer où sera cette zone démilitarisée, si elle sera en territoire russe, en territoire ukrainien, ou bien les deux. Et vous le voyez, selon les différentes hypothèses, eh bien, ça change beaucoup de choses.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 100 kilomètres exposés par Boudanov, eh bien, ça représente presque la zone occupée par les Russes, notamment dans le Donbass. Voilà. Alors, c'est donc un scénario à la coréenne que souhaiterait Kiev. Eh bien, sur le papier, Ils vont accepter ça. parce que lorsqu'on évoque une zone démilitarisée, on pense évidemment à ce qu'il s'est passé en 1953 pour mettre fin à la guerre de Corée, le fameux 38e parallèle. Et sa zone démilitarisée entre les deux pays, elle s'étend, vous allez le voir, sur les 250 km de frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et elle fonctionne encore Et aujourd'hui. ça qui va arriver à Les deux l'Ukraine. pays y ont interdiction d'y exercer une Vous allez quelconque diviser activité votre propre militaire. pays. Personne ne vit dans cette zone, mais on imagine difficilement les mêmes conditions puisque cette zone en Corée fait 4 km. Ce sera difficile de mettre en place les mêmes conditions sur 100 km de largeur en Ukraine et en Russie. C'est pour cela que les propos de Boudanov interrogent. Rappelons que jusque-là, Kiev a toujours écarté l'idée d'un scénario à la coréenne. L'Ukraine n'est pas la Corée. Il n'y aura pas de 38e parallèle ou autre, martelé encore il y a 3 mois Oleksiy Danilov, le secrétaire national du Conseil de défense d'Ukraine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration arrive au moment où l'émissaire chinois est précisément à Kiev. Pékin l'a envoyé pour mettre fin à la guerre. Est-ce qu'on peut y voir un signe que cette zone démilitarisée a été évoquée avec Pékin ? Oui, alors en tout cas, on ne savait pas où est-ce qu'il était, cet émissaire, et ni si ni trop si les discussions avaient commencé. Mais ça y est, on en a la preuve en images. Li Hui, l'homme choisi par Xi Jinping pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a bel et bien discuté avec Kiev. On le voit ici en image, autour de la table avec Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Et auparavant, il avait rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette zone démilitarisée a peut-être été évoquée par la Chine, car le pays connaît très bien ce scénario. Elle a fait partie intégrante du conflit coréen, elle qui soutenait son allié nord-coréen, et ses représentants ont signé en 1953 ce décret sur cette zone démilitarisée au 38e parallèle. La Chine s'est exprimée à l'issue de cette réunion entre l'Ukraine et Li Hui, et écoutez le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. 化解危机没有灵丹妙药，需要各方从自身做起，积累互信，创造止战和谈条件。中方愿在关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件基础上。 Et lorsqu'on écoute ces propos, difficile d'y voir un concret plan de paix et distinct. Merci beaucoup. Les amis, vous avez compris. Nos amis, c'est-à-dire qu'on est en train d'aller petit à petit vers la partition de l'Ukraine. C'est ce que les gens devraient éviter hier. Mais ils n'ont pas compris. Ils se sont dit qu'ils sont en train de, ils sont à faire un petit pays dont l'Irak qui a attaqué Koweït et les Américains avec les Nations Unies et l'OTAN est arrivé, puni Saddam Hussein. C'est ce qu'ils se sont dit. Et dans l'histoire, ces gens, chaque fois qu'ils soutiennent quelqu'un, cette personne perd. Cette personne perd. Parce qu'après, ils se retournent contre ces mêmes personnes. La guerre Iran-Irak, la Russie soutenait l'Iran. Les Américains et les Occidentaux soutenaient qui? L'Irak de Saddam Hussein. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont détruit Saddam Hussein, qui était leur allié. Saddam Hussein a commencé à penser qu'il était des Américains et autres attaquaient Koweït. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu donc la guerre entre les Américains et les alliés d'hier, qui est Saddam Hussein. Les Russes sont amis avec les Iraniens jusqu'aujourd'hui. Les Russes avaient soutenu la guerre de Corée et les Chinois soutenaient les alliés coréens. Jusqu'aujourd'hui, les Russes sont amis avec les Chinois et les Coréens. Les Russes ont soutenu l'indépendance des pays africains en envoyant les armes, en formant l'élite africaine. Jusqu'aujourd'hui, la Russie est amie avec tout ce pays-là. Les Américains ont créé l'État qu'on appelle le Libéria. Les Américains imposent, les Américains font arrêter les présidents de la République dans ce pays jusqu'à présent. Donc, c'est eux qui contrôlent tout. Les Français, avec les coups d'État, Bob Denard en Afrique. En fait, je veux juste les faire savoir que la jeunesse africaine n'a pas oublié ces différentes humiliations, cette hypocrisie. La jeunesse africaine n'a jamais oublié ce double langage de l'élite comprador européen. Macron qui dit un truc le matin, l'autre le soir, le lendemain il dit le contraire. Tous les présidents français
Tous les présidents européens, les chefs de gouvernement européens et américains, c'est comme ça. Ils ont soutenu l'Afghanistan à l'époque. Ben Laden combattait l'Union soviétique dans la Russie et la Russie est partie laisser ces pays-là. Et les Américains ont fait quoi? C'est-à-dire qu'un pays qui soutenait l'Afghanistan est revenu bombarder l'Afghanistan après les attentats du 9 septembre 2001 et entrer en guerre dans ce pays et perdre la guerre et fuir l'Afghanistan. Et aujourd'hui, qui sont les vrais alliés de l'Afghanistan? C'est la Russie et c'est la Chine. Vous pouvez consulter d'autres pans de l'histoire pour mieux comprendre. Les Américains, quand ils ne vous contrôlent pas, ils vous déclarent la guerre. Et ils ont fait ça avec tout le monde. Mais seulement, les amis, ils avaient pensé que c'était bon depuis les années 90. La chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique. Et Vladimir Poutine a écrit tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il les avait parlé. Ils n'ont pas écouté. En 2009, à Berlin, il a dit encore. Ils ont essayé de provoquer la Russie et tout. Et la Russie a modernisé ses armements. Et aujourd'hui, nous en sommes là, en train de parler de la guerre en Ukraine. Quand on a fini de faire tout ce panorama des choses qui se sont passées entre-temps, la bonne ou la mauvaise foi des uns, des amis, it will coil down to talking about peace. Because peace is not only between friends, it's also between your enemies. Your dialogue also with people you don't like. Il est temps de discuter parce que ce sont des Ukrainiens qui meurent, les amis. L'Afrique a ses problèmes. Le Moyen-Orient a ses problèmes. La Ligue arabe qui a accepté avec MBS le discours de Volodymyr Zelensky avec Assad qui était là, et ils ont seulement écouté ce discours parce que les Arabes aussi ont leurs problèmes. On ne regarde pas la crise israélo-palestinienne. On ne veut pas que la Palestine devienne un État. Donc, c'est des choses comme ça qui font en sorte que ces incohérences poussent les uns et les autres de ne pas se prononcer quand des choses se passent en plein cœur de l'Europe. L'Europe doit gérer ses affaires. Et pour gérer ses affaires, on a besoin de quelqu'un de courageux qui va dire aux autres, il est temps de discuter. Parce que les histoires des sanctions de ceci, sanctions de cela, ça détruit plutôt votre économie. Parce qu'on est dans un village planétaire. C'est vous qui avez créé ce système. Donc aujourd'hui, on est interconnecté, interlié. Donc vous ne pouvez pas sanctionner quelqu'un et que vous-même, vous ne souffrez pas de la même chose. Et les gens n'ont pas forcément besoin de vous pour vivre. Donc il est temps de comprendre cela et enlever un peu des galons. Calmez-vous, soyez humbles, négociez pour que on arrête les tueries qui se passent en Ukraine. Ce sont des Ukrainiens qui meurent tous les jours. Ils ont besoin aussi de la quiétude, de la paix. Les amis, à très bientôt.